propos, au contraire, j'ai été à la fois honoré d'être ici et honoré de les entendre. Est-ce que, pour autant, je vais vous parler uniquement de problèmes économiques? Ce serait oublier que l'économie, bien qu'elle se veuille une science, reste une économie politique. Et qu'elle sait très bien que les objectifs, les moyens, les contraintes de l'individu, d'une institution quelconque ou d'un peuple font d'abord l'objet de décisions qui sont politiques. Aussi, me permettrais-je en économie, c'est pour arriver à l'économie, peut-être pas tout à fait au début de mon propos, mais dans quelques instants, je vous parlerai non pas tellement du général, pour des raisons que je viens de vous avouer, mais de la France telle que la voient les économistes, et pas telle que la voient ou l'exploitent les hommes politiques. Plaçons-nous en 1914, la France est une très grande puissance mondiale. Elle a, non pas l'hégémonie totale, mais elle la partage avec l'Angleterre. Le monde est à cette heure, gouverné par deux grandes puissances. Et la France se jette pour l'Alsace et la Lorraine, pour leur reconquête, dans la guerre de 1914, dont on nous dit qu'elle l'a gagnée, avec deux réserves. D'abord, on se demande si l'Allemagne n'a pas davantage perdu que la France l'a gagnée. Deuxièmement, et surtout, est-ce qu'on gagne une guerre en perdant autant d'individus jeunes, valeureux, toute la jeunesse à la fois aristocratique et bourgeoise, une grande partie de notre paysannerie, est-ce qu'on perd autant d'hommes et peu de territoire? Est-ce qu'on a gagné une guerre? Je ne sais pas, mais je ne le crois pas. Et après cette guerre, dont elle se réveille avec une victoire que je viens de contester dans mes propos, elle rentre dans 20 ans de vie, la France. Et elle a à l'époque 42 millions d'habitants. Et elle rentre dans 20 ans qu'on appelle une belle époque. Cette belle époque est celle de la bourgeoisie, celle de ce qui reste de l'aristocratie. Mais je rappelle tout de suite aux jeunes qui sont là qu'entre 1940 et 1920, le produit national français est resté constant. Vous n'oublierez pas qu'entre deux guerres, notre économie a été complètement stagnante. Vous n'oublierez pas non plus qu'entre 20 et 40, la France a poursuivi son dédain presque originel à l'égard de l'industrie. Vous n'oublierez pas qu'alors que l'Angleterre était devenue une grande puissance industrielle, la population active française en 1940 était pour plus de 50% d'origine rurale, ou à destination rurale. La France avait refusé, dès le 19e siècle, d'être une nation industrielle. La France continuait et continua à le refuser entre 1920 et 1940. Et elle le refusait dans la belle époque, c'est-à-dire dans la joie. Vous pouvez penser peut-être immédiatement à quel rapprochement je ferais allusion tout à l'heure. Elle était contente, la France. En 1939, elle avait, vous vous en souvenez, sous d'ailleurs l'influence des partis de gauche, refusé le réarmement depuis 1936. Et le général d'ailleurs s'était élevé à cet égard contre cette pratique, dans le moins qu'on puisse dire, et qu'elle fut dolosive. Elle était heureuse, la France. Et en 1939, on a parlé d'une drôle de guerre. Personne ne bougeait, la France pas plus. Et puis elle se retrouva sur les routes en 1940, brutalement. L'exode eut lieu en 15 jours. Tiens, les Allemands avaient des tanks. Tiens, un brave général tout seul a essayé de les arrêter, mais il était vraiment trop seul. Et la France s'est retrouvée avec ses baluchons sur les routes. Et sans d'ailleurs qu'elle se posât tellement de questions.
Bon, nos politiques de Paris se retrouvèrent à Bordeaux, certains franchirent la Manche et allèrent jusqu'à Londres, mais entre 1940 et 1940, est-ce que la France a été résistante? Non, la France n'a pas été résistante. Toutes les recherches sérieuses prouvent qu'il y a eu en France, pour une population de 42 millions d'habitants, 250 000 vrais résistants, 250 000 vrais collaborateurs actifs eux aussi. Et pour le reste, la France est restée d'une passivité totale. 500 000 habitants sur 42 millions. Et ça faisait 1-2% de la population d'actifs, mais pas beaucoup plus. Et en 1945, lorsque le débarquement a eu lieu, il y a un trait du général que je me permettrai de rappeler, monsieur l'ambassadeur, parce qu'il me paraît assez extraordinaire. Non pas simplement du général, mais de la France. Lorsque les Américains ont débarqué, Eisenhower voulait nommer les préfets américains. Et c'est le général de Gaulle qui s'est absolument opposé à ce que les régions libérées fussent gouvernées par des Américains. Il y avait réussi. Mais qui s'y était opposé? Le général. Est-ce que la France eût supporté à l'époque, après avoir été occupée par les Allemands, d'être occupée par les Américains? Sans doute, et peut-être d'ailleurs est-elle d'une certaine façon aujourd'hui. Autrement dit, la France était en 1945 d'une passivité égale à celle de l'entre-deux-guerres. J'ai toujours dit que le général de Gaulle l'avait arraché par les cheveux à la passivité et à la disparition. Je dis même par les cheveux. Il a tiré cette nation. Elle ne s'est pas levée avec lui, ni avant, ni pendant, ni après la guerre. Il l'a tiré par les cheveux. Et sans d'ailleurs que ça lui fasse très mal. Je me demande s'il lui restait déjà beaucoup de cheveux, vieux pays que nous étions. Prenons rapidement entre 48 et 71, l'époque où le général de Gaulle a effectivement exercé, soit jusqu'en 47, soit après, une influence certaine. Et la France ne s'est pas relevée, monsieur l'ambassadeur, elle s'est transformée. La France, pour la première fois de sa vie, est devenue une puissance industrielle. Bon, le général, ça ne le passionnait pas, l'industrie. Mais il savait que pour être indépendant, il fallait avoir une industrie. Et c'est au fond pour l'indépendance politique. Cet homme était gouverné par la politique et pas par l'économie. Mais c'était pour des raisons politiques qu'il voulut que la France ait et l'énergie atomique et toutes les industries qui vont avec, et les grandes entreprises dont Pompidou voulait absolument faire des champions européens, champions qui sont d'ailleurs devenus désormais des champions mondiaux et dont nous allons sans doute reparler. En d'autres termes, il nous a tirés par les cheveux et jusqu'en 1971, il nous a ensuite transformés dans une passivité totale en essayant, à l'occasion de quoi, j'y reviendrai, à l'occasion de la guerre d'Algérie. Alors soyons sérieux. Sans guerre d'Algérie, que se serait-il passé pour le général? Il serait sans doute resté à Colombey. Il ne serait pas revenu. On ne lui aurait pas d'ailleurs demandé de revenir, la nation que nous étions. Donc, parler du général, certes, mais c'est pour ça que je voulais vous parler en contrepoint un tout petit peu de la France, étant donné que c'est notre avenir qui désormais est en jeu, en particulier dans cette formation que nous désirons donner à des gens qui n'ont pas connu ces périodes. 74. Alors regardons la nation française. Le général de Gaulle lui a redonné son indépendance par rapport à l'Amérique qu'il avait financée. Il lui a redonné les moyens d'une présence européenne et surtout mondiale. Il ne pensait pas à l'Europe, le général, il pensait au monde, c'est ce qui l'intéressait. Il aurait bien voulu être président des États-Unis, d'ailleurs, on l'a dit pour le brocarder un peu. Et que faisons-nous en 1974? Un homme arrive et nous dit en France, oui, mais Louis était relativement timide, mais le mais, ça a été d'un seul coup, d'abord, comme par hasard, la fin d'une planification à la française sur laquelle je suis intervenu dans tous les pays du monde, et qui faisait quoi? Qui faisait ce que nous devrions faire aujourd'hui, et j'y reviendrai aussi, qui réunissait les grandes entreprises
qui était devenue, grâce à elle d'ailleurs, de plus en plus grande, et les pouvoirs publics. Pourquoi faire? Pour tout simplement orienter notre épargne, qui est une des plus grandes du monde, l'orienter vers cette industrie, je ne dis pas renaissante, je dis naissante, et qui y avait réussi. Je suis allé à Londres, en Chine, à New York, faire quelques conférences sur cette expérience française qui indiscutablement passionnait le monde entier. Mais le mais était indiscutablement plus puissant que le oui. Le mais, c'était supprimant d'un seul coup, la planification. Le mais, c'était faisons place à un libéralisme sur lequel je reviendrai d'origine américaine. Et c'était le oui, bon, pourquoi pas l'Europe. Et c'était désengager indiscutablement la France d'elle-même pour la projeter dans un espace dont il n'est pas interdit de penser que l'utopie des grandes écoles mathématiques aidant, celui qui prononçait le oui mais voulut être le président de l'Europe. Et après, Mitterrand, allons, soyons sérieux, mais quel est le... Enfin, il faut être français pour se réclamer de la gauche avec une rose et d'un seul coup, privatiser nos grandes entreprises, dont nos banques, et privatiser les banques, c'était, vous voyez aujourd'hui, c'était la condition, si j'ose dire, première pour participer à la financiarisation du monde. C'était donc, mais c'était invraisemblable, il fallait être de gauche en France pour que la part des salaires dans le produit national diminue de 6 à 7% à l'avantage des profits et de la rente. Enfin, il faut être en France pour que personne ne dise qu'on ne peut pas se réclamer de gauche dans ces conditions, ou qu'en tout cas, se réclamer de gauche et ne pas reconnaître aujourd'hui qu'effectivement on a commis la pire politique de droite connue par la France en 50 ans. Il faut être français pour que ça ne sollicite, pour que ça ne provoque aucune réaction. Bon, ensuite, soi-disant, le vainqueur d'un Mitterrand affaibli. Ce vainqueur, visiblement, il avait pour souci fondamental un souci très politique, d'être réélu. Et nos politiques savent quand même très très bien. C'est l'essentiel même de la fonction de la politique, pas de l'homme politique. C'est d'être élu d'abord et puis réélu ensuite. Il fut réélu, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que rien n'a changé par rapport à la situation laissée par Mitterrand. Bon, on n'a pas renationalisé les banques, on n'a pas reconstitué le plan, on n'a rien fait. Bon, il y a eu le discours de notre magnifique chevelu. Mais en dehors de ce discours de notre magnifique chevelu sur l'Irak, il n'y eut rien que de près ou de loin on peut considérer ni comme gaulliste ni comme interrompant le cours des choses. Et puis vient notre président actuel, et c'est là où je risque d'être un tout petit peu plus long, mais pas davantage, parce que les faits sont d'une clarté aveuglante. Le changement. C'est déjà le thème de Mitterrand, ça va être le thème de la campagne, avec quelques petites appendices. Alors, ce changement, ça donne. Situation actuelle. Jamais la France n'a été économiquement dans une situation aussi catastrophique qu'aujourd'hui. Jamais. Endettement public de 2000 milliards. En dépit de toutes les promesses, endettement cette année de 80 milliards d'euros. Déficit de la balance extérieure, 70 milliards d'euros. 3,5% du produit national. Jamais vu dans notre histoire. Jamais vu. Payé par qui? Par l'Allemagne, dont l'excédent est désormais à peu près égal à notre déficit. Taux de chômage de 10% de la population active, jamais vu non plus depuis la fin de la guerre. Taux de chômage des jeunes, 20% à l'heure actuelle, et bien.
y a-t-il à cela des réactions? La réponse est non. Est-ce que le chômage provoque des désordres significatifs? La réponse est non. Est-ce que la population française se préoccupe de son déficit extérieur, du fait que vous vivez tous, nous vivons tous, à concurrence de 3,5% de nos revenus et de notre pouvoir d'achat ou de notre niveau de vie sur des dons extérieurs, et en l'occurrence celui de l'Allemagne. Se préoccupe-t-on d'ailleurs de la conséquence inévitable du fait que l'Allemagne devienne le seul interlocuteur des États-Unis et que l'Allemagne ait trouvé dans la solution européenne le retour de son hégémonie qu'elle cherche depuis Bismarck? Ça fait quand même 150 ans. Et qu'elle y soit arrivée à l'heure actuelle, pas avec des tanks, mais avec l'euro. Et que l'euro soit pour l'Allemagne un moyen de retrouver son hégémonie, indiscutablement aussi fort que les tanks ne l'étaient, avec bien sûr quand même moins de dommages collatéraux. Y a-t-il de nous, Français, la moindre inquiétude sur l'endettement? Mais non. S'il y avait une véritable inquiétude sur l'endettement, on s'arrêterait de s'endetter de quelques 80 à 100 milliards par an. Ce qui n'est pas rien. C'est 5 à 6% du produit national. Donc, messieurs, dames, vous vivez à l'heure actuelle à coût de 5 à 6% de votre niveau de vie sur des fonds publics sur lesquels il n'y a pas de contrepartie, et pour 2,5% sur des fonds extérieurs dont vous ne vous interrogez même pas de l'origine. Êtes-vous mécontent de ça? Oui. Mais non, vous n'êtes pas mécontent de ça. Dans l'Herald Tribune de ce matin, alors que l'on parle tout simplement de l'annulation totale de la dette grecque, ça veut dire que ça ne vaut plus rien. Quels sont les trois pays qui sont les plus créanciers de la Grèce à l'heure actuelle? C'est la Grèce, 25%, Chypre et la France. Ce qui veut dire en termes clairs, que les retraités, il doit y en avoir quand même quelques-uns ici, en dépit du rajeunissement de l'audience. Que font nos retraités? Ah ben, ils ont, sans se préoccuper de rien du tout, nous sommes restés paysans, profondément paysans, à peu de générations. Qu'est-ce qu'on fait de notre épargne? La plus forte du monde, elle vient d'augmenter cette année. Elle est passée de 16 à 17% de revenus. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'assure contre la vie, parce qu'on sait tous que nous sommes éternels. Donc, pas de raison. Si on ne consomme pas aujourd'hui, ben, l'assurance vie. L'assurance vie, c'est autre vieille racine paysanne, l'assurance vie. Fiscalement, ça peut être intéressant. Vous savez que les Français ont en matière d'épargne deux objectifs. Fuir à tout le fisc, d'une part, et d'autre part, ne pas perdre. Les gérants de patrimoine le savent très bien. Si leur patrimoine ou le patrimoine qui leur sont confiés rapporte 1%, on leur dit rien. Mais si ça perd 1%, alors là, on change. Est-ce que nos Français se sont interrogés de ce que faisaient les banques, de ce qu'ils leur apportaient en tant que pourvoyeurs d'assurance vie? Est-ce qu'ils leur ont demandé quoi que ce soit? Est-ce que vous avez demandé, parce qu'il y a quelques assurés sur la vie par là, est-ce que vous avez demandé à vos banques ce qu'elles ont fait de votre assurance? Pas du tout. Vous n'avez rien fait, vous êtes une espèce de passivité totale. D'ailleurs, vous vous dites, oh, financièrement, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Il y a les produits dérivés, il y a des dettes publiques et des dettes privées, c'est bourses, ça va, ça vient. Faisons confiance. Mieux. L'épargne française fait à peu près 150 milliards d'épargne individuelle. Elle est confiée à des banques qui vous les ont mises dans l'assurance vie et dans des fonds d'État. Mais la France est le premier pays exportateur de capitaux dans le monde à l'heure actuelle. Cette année.
100 milliards de dollars nous avons exporté. Nous avons exporté, mais qui a exporté? Sauf les particuliers, mais non. Les braves particuliers que nous sommes et que vous êtes, on leur a pris leur argent, leur épargne, et on l'a collé dans la dette grecque. Et qu'est-ce qui a exporté 100 milliards et qui les a exportés dans les pays émergents? Ce sont nos grandes entreprises. Et elles ont eu raison. Mais on se retrouve en 1890, au moment où les particuliers français, la plus forte épargne du monde, finançaient les Russes, les Chinois, on ne savait même pas que ça existait à l'époque, la Chine, mais les chemins de fer turcs et autres. À cet égard, nous n'avons absolument pas changé et nous attendons tout simplement que ça passe avec, qu'on le veuille ou non, une attitude qui fait qu'aujourd'hui, samedi, nous enregistrons le plus fort départ des Français pour les vacances d'hiver, nettement plus forte, oui, nettement plus forte que l'année dernière, puisque cette année, il y a plus du quart des Français qui sont partis en vacances de sport d'hiver. Et nous sommes dans une tranquillité totale, avec la situation économique que je viens de vous décrire, et avec un monde politique, qu'on le veuille ou non, ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Il ne faut pas accuser simplement notre président actuel d'être responsable, il est tombé dans une bonne période, je souhaite bien du plaisir à Hollande si c'est lui qui lui succède, parce que ce sera encore plus mauvais. Mais un genre d'homme, il a pu gérer le Parti Socialiste pendant 20 ans, les fameux courants, sans se faire massacrer au coin du bois, donc on voit que c'est un homme qui a des qualités politiques exceptionnelles. Bon. Ceci étant, n'empêche que, dans la situation, nous sommes dans la même situation qu'en 1939. Nous sommes très exactement dans l'avant-guerre 39. Avec quand même une différence, c'est que la position de la France avait été maintenue durant la fameuse Belle Époque, que nous avions quand même cet empire colonial et ces eaux maritimes qui plaisent tellement à mon ami Foucault, alors que nous n'avons plus l'empire, ou plutôt, excusez-moi, cette ingérence dans un sujet qui paraît dit, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, est délicat, avec une inversion du colonialisme. Car notre population est passée quand même de 42 millions d'habitants à 65 millions, un peu plus sans doute. Mais sur les 65 millions, c'est une difficulté pour le gaullisme, ça, qu'on le veut ou non, avec ces 65 millions, d'abord il y a de plus en plus de gens qui ne parlent pas le français. Moi je rencontre en permanence, non. À cause des... Et puis il y a quand même maintenant plus de 10 millions, c'est-à-dire plus de 15% de la population française qui est d'origine ou maghrébine, ou africaine, ou l'Europe de l'Est, ce qui à mon avis est un handicap par rapport aux premières pour parler le français. Bon, nous sommes exactement dans la même situation qu'en 1939. Alors, vous allez me dire, c'est la situation type, il n'y a pas mieux, il n'y a pas de situation plus idéale que celle que nous connaissons, puisque nous sommes favorables à une politique gaulliste. Mais pour qu'il y ait une politique gaulliste, vous m'excuserez, il faut 3 conditions. Et ces 3 conditions, d'abord il faut un homme, on n'en a pas. On n'en a pas. Le général de Gaulle, il avait quand même préparé sa venue de quelque temps. Il n'est pas né comme ça. Il y avait un colonel qui a eu des fonctions, comme vous savez, ministérielles, et puis après il y a un général de brigade. Il aurait sans doute d'ailleurs terminé général d'armée s'il n'était pas parti à Londres dans une collaboration totale. Il faut un homme. On l'a pas. Et non seulement on l'a pas, mais on ne voit pas où il pourrait être. Hein? Bon. Alors, deuxième condition, il faut des circonstances. Alors, on va vous dire, et tout le monde vous le dit, pour qu'il y ait un homme, il faut des circonstances. Et on a raison. Jamais il y aurait eu de Gaulle sans 1958 et sans l'Algérie. Donc, c'est quand même magnifiquement, oui, je dirais débarrassé, car l'ambassadeur pourrait vous le confirmer, mais je pense qu'il s'est débarrassé de l'Algérie parce qu'il estimait que le coût de l'Algérie pour la France était devenu tel qu'elle lui indiscutablement pesé sur notre avenir. Bon, il faut des circonstances. Alors, quelles sont les circonstances? La fin de l'euro.
Peut-être. Peut-être, mais cette fin sur laquelle d'ailleurs le Trésor français commence à travailler, cette fin serait sans doute organisée, de façon à provoquer le moins de désordre possible. Mais certains restent persuadés qu'il faut que l'Europe reste à 17, il faut que nous continuions à avoir une monnaie unique, ce qui est un contresens économique total. Bon, ça c'est un contresens politique, c'est l'ignorance crasse des politiques dans ce domaine. Non mais qui d'ailleurs, ignorance crasse des politiques qui est celle de notre peuple. Parce qu'alors que les anglo-saxons sont férus d'économie et commencent ça en troisième, nous ne sommes, non seulement nous ne sommes pas férus dans ce domaine, mais nous ne l'aimons pas, on déteste ça. Enfin, voulez-vous me décrire une seule mesure qui vous est proposée dans les programmes où on pose deux questions. Premièrement, combien ça coûte et qui paye? Jamais. 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 D'ailleurs, on a l'impression que ça fâche. Et quand vous parlez aux hommes politiques qui vous disent « Mais non, on ne pose pas ces questions », ça fâche. Et ce pays vit effectivement dans un monde qui est aéconomique. Bon, ajoutons à cela que la complexité des phénomènes financiers est telle qu'il y a très peu d'individus. Je demandais à un homme politique, que je ne citerai pas il n'y a pas longtemps, mais monsieur le député, combien y a-t-il d'hommes comme vous capables d'apprécier les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il y ait une monnaie unique entre... Je lui ai dit, moi j'étais pas large, j'étais naïf. Je lui ai dit, il y en a au moins 30 sur 600. Ah, elle me dit, quota, il y en a 10. Bon. J'étais présent, c'est vrai. Donc, nous avons effectivement pas plus de 10 députés capables. Non, mais en plus, c'est qui? Oui, exactement. J'ajoute que ce sont des matières. Bon. Donc, le chômage. Vous voyez, même les partis de... Vous voyez, Mélenchon criait contre le chômage. Vous voyez, à l'heure actuelle, les partis de gauche demandant, sollicitant, favorisant des désordres sociaux, puisque nous parlons de matières capables. Non. Même en Grèce, d'ailleurs, ils se jettent sous les trains. C'est extraordinaire, ils se jettent sous les trains. Ils viennent se jeter sous les trains, il y a des suicides, etc. Mais il n'y a pas de désordre organisé. Il faudrait une guerre mondiale ou continentale. Bon, certes, les perspectives d'une déflagration dans le Moyen-Orient sont en train de croître. Moi, je n'y crois pas tout de suite. Mais bon, il n'est pas impossible que quelques fous procèdent comme ça à quelques attaques militaires sophistiquées. On ne voit pas de désordre. Et même s'il y avait un homme, même s'il y avait des désordres, il faudrait quelque chose qui nous manque encore plus. Il nous faudrait, qu'on le veuille ou non, un projet. Il nous faudrait une volonté, un projet. C'est ce pourquoi d'ailleurs, sans doute, nous sommes là, et c'est ce pourquoi j'y suis. Ce peuple est sans projet. Et je vilipendais un de mes amis qui est un Européen convaincu, qui me tanne depuis des années sur l'Europe, etc. J'ai fini par l'amener, les événements aidant, à une certaine récipiscence où il a fini par me dire « Allez, voulez-vous que je vous dise vraiment pourquoi je suis européen? Je suis européen parce que la patrie, la France, la nation, ça n'existe plus. N'oubliez pas, c'est là où j'aurai des échanges possibles avec l'ambassadeur Maziar. N'oubliez pas que le recul de la nation, c'est pas un hasard. Le recul des nations, jusqu'aux pays émergents, jusqu'à la Chine et l'Inde, jusqu'au moment où ces pays ont émergé, c'est une volonté organisée de l'oligarchie américaine. C'est organisé. Ce n'est pas par hasard. L'Amérique n'est pas un pays anglo-saxon. L'Amérique est un pays d'obédience et d'essence germanique. Absolument. L'Amérique est un pays fédéraliste. L'Amérique est un pays systématique. L'Amérique est un pays qui pense que c'est avec l'armée et la violence bien organisée que l'on assoit son hégémonie.
Et l'Amérique a décidé avec Reagan, le vrai tournant du siècle précédent, c'est Reagan. Reagan, très intelligemment, il n'était pas intelligent. Chaque fois chaque fois qu'on lui posait des questions dans les conférences internationales, dans les rencontres, il sortait des petits bouts de papier pour répondre, parce que tous les collaborateurs lui avaient mis dans les poches. Non, c'était pas son problème. D'ailleurs, ça illustre les relations qu'il peut y avoir entre l'oligarchie américaine et sa soi-disant démocratie. C'est dommage. La mort des nations a été organisée au profit de quoi? Mais l'idéologie de Carter, c'est les entreprises qui doivent avoir le pouvoir, les fameuses entreprises mondiales. Les nations doivent s'effacer. Et quant aux individus, on les colle dans la famille et dans la religion. Là, ils ne bougent plus. Il y a la femme à la maison, une seule femme. Nous sommes en Amérique. Et une religion, n'importe laquelle. Leur clocher, un peu d'évangéliste, un peu de bon, c'est les religions américaines. Ils sont calmes, ils sont tranquilles, ils ne bougent pas. Si effectivement, mondialisation, plus financiarisation, plus quelques apôtres de cette idéologie, nous sommes assurés de la paix du monde au profit des intérêts des entreprises et au détriment des intérêts des États. Cette politique est organisée. Si nous ne nous opposons pas, ni idéologiquement, ni à mon avis, ça ne suffira pas. Parce que le software, c'est bien beau. Hein. Dans le hardware, c'est pas plus mauvais. Hein. Si nous ne nous opposons pas à ce type d'idéologie, indiscutablement, nous sommes condamnés en tant que nation. Le général de Gaulle, je ne sais pas, c'est un propos qu'on m'a cité, venu de lui, monsieur l'ambassadeur, j'en ai terminé, il disait, mais il se peut, au fond, que la France s'évanouisse pendant plusieurs siècles, 4 siècles ou plus, mais elle renaîtra de toute façon. J'en aurais terminé si, avec vous, un projet ne renaît pas, qu'il soit un projet national, dont on voit très bien se dessiner les moyens, la description des filières industrielles, la renaissance d'une planification à la française, une modification profonde des relations entre le capital et le travail. Si cela n'a pas l'occasion de surgir et n'a pas envie de naître, avec une population qui est suffisamment nouvelle, hein, pour que sans doute il nous faille attendre encore une génération, en tout cas une génération, eh bien ce qu'on vous a dit du message gaulliste sera un message d'histoire, mais non pas un message de présent. Il me vient à l'esprit je pense que le général de Gaulle était une utopiste, monsieur, in fine, lorsqu'il a eu épuisé tous ses talents politiques qui étaient immenses, lorsqu'il a eu épuisé son amour pour la nation, qui était lui aussi sans limite, il a versé, qu'on le veuille ou non, dans une forme de messianisme moral, mondial. Donc, il a versé, à mon avis, il a, à ce moment-là, cédé au péril, aussi bien sûr, à l'attrait de l'utopie. Ceci étant, je ne lui en voudrais pas pour autant, même de ce que je considère comme forme d'erreur, tout simplement parce qu'il me revenait à son sujet le mot de René Char, et René Char qui a défendu, un des rares d'ailleurs, notre langue française à la fin du siècle précédent. René Char nous dit « Seules les traces font rêver ». Somme toute, le général de Gaulle ne nous laisse pas un message. Le général de Gaulle nous ferait rêver si nous nous laissions un peu aller. C'est ce que je nous souhaite. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, vous avez pris 3 quarts d'heure de retard pour le café, on va les payer maintenant très cher. Donc, on remercie, vous venez d'entendre, et l'ambassadeur de France, Pierre Maillard, sur la politique étrangère et là sur l'économie. Vous aurez sur le site du forum un programme qui a été écrit
par le professeur Alain Cotta, et que j'ai présent ici, et qui vous donnera quelques solutions. Non, vous voulez pas que je le produise? Mais tant pis pour vous. nous aurons, alors, les messages sont extrêmement importants. Il n'est pas possible de se lancer ou de lancer une sorte de gaullisme si nous n'avons pas les bases, et des bases qui ont été données par des hommes de l'art. Le professeur Cotta, l'ambassadeur Maillard a été conseiller diplomatique du général, mais d'autres, puisqu'il était au cabinet de Chevènement. Le professeur Cotta a été, et c'est de sa faute d'ailleurs si nous en sommes là, d'abord le formateur des économistes français, c'est ce qu'on lui a reproché l'autre jour à la radio, et deuxièmement, il a été aussi le conseiller d'un certain nombre de nos dirigeants. Mais, monsieur le professeur, vous criez très fort et vous êtes entendu, je le sais. Donc, deux choses qui sont là. Maintenant, il faut absolument qu'on ait